Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints à cette conférence. Donc aujourd'hui, on va parler du choix de l'année de référence. L'idée, c'est de se dire des économies d'énergie, oui, et évidemment, mais par rapport à quoi? On va se concentrer sur ce par rapport à quoi qui prend beaucoup d'importance dans le cadre réglementaire que vous connaissez, donc celui du décret tertiaire. Et on a fait le choix avec Pierre de vous parler de ce thème pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on pense que c'est quelque chose d'assez déterminant dans la construction de votre stratégie de réponse au décret tertiaire. Le chemin à parcourir, on sait que pour vos organisations, il sera long et difficile, mais si on peut le raccourcir, c'est bon à prendre. Et l'idée de faire le bon choix de l'année de référence, c'est de limiter potentiellement le temps à passer et les investissements à consentir pour arriver aux objectifs du décret tertiaire. La deuxième raison, c'est qu'on pense que c'est un très bon moment pour s'y pencher. J'aurais même tendance à dire il serait temps, parce que pour être prêt pour septembre 2022, on y reviendra, il y a encore beaucoup à faire en termes de préparation. Et enfin, la référence, c'est un thème qui nous tient à cœur chez Adviseo, y compris avant l'entrée en vigueur du décret tertiaire. On a accompagné déjà nos clients sur le suivi de leurs économies d'énergie, notamment sur la base du protocole IPMVP, que Pierre connaît bien mieux que moi, mais qui est un référentiel qui nous permet de comparer des choses comparables. Le décret tertiaire s'en rapproche par certains aspects et s'en différencie par d'autres. Alors très rapidement sur Adviseo, notre mission c'est de faire des économies d'énergie aux entreprises et collectivités. Pour ça on a construit 3 grandes briques de services: l'automatisation de la collecte des données énergétiques, la centralisation de ces données et le traitement par la data science de ces données sur une plateforme de management de l'énergie, et enfin le pilotage par des energy managers, dont vous avez un des représentants ici, et qui va nous permettre d'accéder à ces économies d'énergie. Vous voyez quelques chiffres, j'y reviens pas, on aura l'occasion d'échanger, j'espère, plus longuement sur notre stand. Alors, un rapide rappel du cadre réglementaire et financier. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le décret tertiaire vous impose des réductions de consommation significatives d'ici 2030 sur la base de ce qu'on appelle les valeurs relatives ou sur la base des valeurs absolues. Donc quand on parle d'année de référence, on parle ici de la valeur relative, c'est-à-dire les 40%, de quelle base je pars pour les calculer. Cela dit, on verra avec Pierre que les valeurs absolues doivent aussi être regardées dans cette méthodologie, et on peut difficilement exclure complètement les valeurs absolues quand il s'agit de choisir la bonne année de référence. On y reviendra. Sur le calendrier, on voulait vous rappeler 2 choses. Donc déjà que la déclaration de l'année de référence, ce sera septembre 2022. C'était initialement prévu pour septembre 2021. Et ce qui nous fait dire que le décret tertiaire dans son calendrier est assez mouvant, pour employer un euphémisme, et qu'il faut être très agile et vigilant vis-à-vis de ce qui pourrait se passer dans les prochains mois. Voilà, donc ça a déjà bougé et c'est possible que ça bouge encore à l'avenir, notamment tout ce qui concerne la plateforme Operate. Qu'est-ce que l'année de référence? Pour entrer dans le vif du sujet, donc c'est une consommation en énergie finale sur 12 mois. Et ce qu'on voulait rappeler ici, qui est essentiel dans la stratégie, c'est que c'est entre 2010 et 2019 que vous devez choisir votre consommation de référence. Et c'est sur 12 mois glissants. C'est-à-dire que le nombre de possibilités n'est pas de 10, mais de plus de 100, puisqu'en fait, vous pouvez choisir janvier à janvier, février à février de chaque année. Et nous, on voit bien dans les simulations que le choix des mois est loin d'être négligeable dans le choix de votre année de référence. On y reviendra avec des cas pratiques. Et ensuite, précisons que la consommation doit être ajustée à la rigueur climatique et que ça impacte aussi la méthodologie de travail. Voilà, et enfin, on voit pointer sur ce slide la question du où et comment je récupère mes données de consommation, qui est une des questions épineuses du moment. Les sources de données acceptées, donc ce sont les factures, les données distributeurs ou des données RSE. Il n'y a pas eu beaucoup plus de précision sur ce que ça implique exactement. Nous, on a supposé qu'il fallait qu'elles soient auditées, ces données. Donc, ce que vous voyez, c'est que ça peut être, il peut y avoir des moyens digitaux ou beaucoup plus manuels et papier d'aller récupérer ces données, et que ça peut valoir le coup d'y passer du temps. On va y revenir avec Pierre, à qui je donne la main pour vous présenter les cas pratiques. Merci Xavier. Donc effectivement, on voulait revenir sur des cas pratiques, et le premier cas pratique sur lequel on voulait revenir, c'est le cas d'un cas très micro d'un bâtiment
standard, on va dire, dans Paris, d'un peu moins de 40 000 m². Et ce qu'on voulait vous montrer ici, c'est que voilà, vis-à-vis de ces deux manières en fait de quantifier les objectifs, on a d'abord regardé la partie relative en prenant du coup les historiques de données disponibles pour avoir justement cette consommation de référence corrigée du climat. Et ce qu'on voit, c'est que voilà, on prend les consommations sur 12 mois et on les corrige du climat et ça nous donne du coup une référence de 280 kWh par mètre carré quand on prend cet aspect-là. Et quand on regarde du coup la partie absolue, donc vis-à-vis des textes aujourd'hui disponibles, il y a encore beaucoup d'incertitudes, en tout cas tout l'aspect de l'intégralité des surfaces et des indicateurs use et CVC est encore en discussion. Mais quand on fait une approximation à partir de certains indicateurs, on peut se rendre compte que eh bien sur notre cas de notre bâtiment, la référence absolue est autour de 230. Donc quand on prend notre référence relative et qu'on applique du coup notre objectif à moins 40%, on se rend compte du coup qu'on est au-dessus de la partie absolue, d'où l'intérêt, si possible, d'aller chercher les données historiques. Parce qu'on peut optimiser notre écart à l'objectif. Voilà. Quand on regarde d'un aspect plus macro, voilà, quand on regarde un petit peu sur la partie relative vis-à-vis de ce que l'OID nous donne comme indicateur en kilowattheure par mètre carré par an, on peut voir que voilà, si on remonte un petit peu les indicateurs vis-à-vis de ce qu'on pouvait avoir en 2010, on est autour de 230 kWh par mètre carré. Ce qui fait que vis-à-vis des indicateurs actuels qui sont plutôt autour de 200, ça fait qu'en fait, on a déjà parcouru un bout du chemin théorie d'environ 13%. Et quand on regarde du coup la partie absolue, donc si on n'a pas les valeurs historiques, eh bien, en fonction de d'où on part, eh bien, on peut se rendre compte que finalement le législateur a plutôt bien calibré la chose et que voilà, si on est un bâtiment construit en fin des années 2000, des années 2010, on peut voir que voilà, si on regarde en absolu, on est entre 30% et 45%, donc en fait le moins 40, et en relatif, il serait un peu équivalent. Donc en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que qu'on soit en relatif ou en absolu, il y a un fort intérêt d'aller chercher les données historiques pour vraiment regarder ce qu'on peut optimiser de cette manière-là. Après, du coup, quand on a défini ces références, ce qui est intéressant de voir, c'est la trajectoire, parce que au fil des années, on a besoin de visualiser et de monitorer un petit peu eh bien, comment le bâtiment se comporte au fil des années pour atteindre l'objectif. Donc ça marche à l'échelle d'un parc, mais aussi à l'échelle d'un bâtiment ou d'un parc immobilier. Et ce qu'on peut voir, c'est que eh bien, vis-à-vis de ce bâtiment-là qu'on a pris en exemple tout à l'heure, de l'intérêt d'aller chercher les données historiques, c'est qu'on peut se rendre compte que, en fait, déjà en 2019, quand on découpe un petit peu le moins 40 par année, eh bien, en fait, l'objectif de 2022 était déjà atteint en 2019. Donc encore une fois, l'intérêt d'aller chercher des données historiques pour bien piloter la trajectoire et atteindre sereinement les objectifs qui sont imposés. Et on voulait aussi revenir sur le choix de l'année de référence et vis-à-vis des textes aujourd'hui qui sont disponibles. L'intérêt en fait de ne pas forcément prendre vis-à-vis des données historiques les 12 mois glissants les plus consommateurs. Parce que comme on voit pour le cas de la méthode 1, où du coup on peut voir que l'année non corrigée au climat la plus importante était entre octobre 2016 et septembre 2017, et ce qui nous donne corrigé au climat d'une référence de 280 kWh par mètre carré par an. Et en fait, quand on prend les 12 mois glissants et qu'on corrige chacun des 12 mois glissants du climat, en fait, on se rend compte que mon année de référence, elle n'est plus entre octobre 2016 et septembre 2017, mais février 2017 et janvier 2018.
Alors, ça paraît rien à l'échelle d'un bâtiment parce qu'en fait, il y a un écart d'1 point, mais à l'échelle d'un parc immobilier, vous voyez bien l'intérêt du coup d'optimiser cette référence. Et puis, c'est autant d'euros économisés sur tout ce que vous devrez mettre en place pour atteindre les objectifs. Voilà. Voilà, et effectivement, pour conclure, donc je pense que vous l'avez retenu, on conseille de collecter le maximum d'informations possible. Le temps que vous allez passer sur la collecte de ces données historiques, et peut-être que vous ferez accompagner sur ce sujet, est loin d'être vain. On l'a vu, parce que c'est potentiellement des milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros que vous allez économiser, en tout cas que vous n'aurez pas à investir pour atteindre votre objectif, si vous arrivez à faire le meilleur choix de l'année de référence. Donc notamment si vous avez réalisé des travaux, par exemple dans la phase entre 2010 et 2019, c'est quand même très souhaitable de passer le temps nécessaire pour aller collecter les données acceptées qu'on a vues tout à l'heure. Parfois c'est aller dans les classeurs très concrètement d'archives, mais ça peut en valoir la chandelle. Ensuite, on le voit, il y a beaucoup d'optimisation possible sur ce texte et encore plus sur le choix de l'année de référence. Nous, on voit beaucoup de scénarios, on fait beaucoup de simulations qui nous permettent d'avoir une vue maintenant plus précise sur tout ça. Mais c'est un peu lié au dernier conseil, on vous invite à vous faire accompagner parce qu'encore une fois, c'est autant de chemin à parcourir qui sera que vous aurez à moins à faire, et c'est quelque chose qui vous servira forcément dans votre stratégie de réponse au décret tertiaire. Voilà, j'espère qu'on a été complet. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Si vous avez des questions, on sera heureux de les prendre. Et sinon, on est disponible sur le stand 69 qui est au rez-de-chaussée. On sera très heureux de répondre à vos questions. Oui. Merci. Vous avez bien mis en valeur l'importance de la correction du climat, mais du coup, la plateforme Opera utilise quel DJU et sur quelle base 16, 18, etc. Et quel DJU moyen, trentenaire ou autre? Vous savez ça? Alors, pour la rigueur climatique, pour chaque bâtiment est définie en fait une station de référence sur le département dans lequel il est situé. Du coup, il y a une base de température qui est fixée autant sur les DJ de chauffage que les DJ de climatisation. C'est pour la valeur moyenne, c'est la valeur moyenne sur 20 ans. Voilà. Et les DJU, c'est en base 18 Base 18, oui. Il y a une vraie question derrière ça sur la manière dont Operate va gérer la chose. Et là, il n'y a pas vraiment de réponse, parce que si vous avez testé l'accès Operate, pour l'instant, vous pouvez simplement créer votre raison sociale. Et donc, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. C'est pour ça que le fait de se dire « je reste agile et je garde de la flexibilité dans ma stratégie par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois » nous semble plutôt sage, pour dire le moins. S'il n'y a pas d'autres questions, on sera content de vous retrouver sur le stand 69 pour analyser vos cas spécifiques et vous aider sur ces aspects-là. Merci beaucoup. Merci.